Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Sayot de Razi Express. Bien, aujourd'hui, je suis heureux de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la diplomatie française au Moyen-Orient. Euh, Commençons par des généralités. Pour avoir une diplomatie, il faut être une puissance et être indépendant. Or, la France devient une puissance de plus en plus relative et on peut se poser des questions sur son indépendance. La France a toujours traditionnellement eu une diplomatie, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, et ce qu'on appelle une politique arabe. Qu'en est-il de la politique arabe de la France, Bassam Tan, à l'heure actuelle? Alors souvent on parle de la politique arabe de la France et certains vont jusqu'à se demander si elle a jamais existé cette politique arabe historiquement et si aujourd'hui vraiment on peut continuer à dire que la France se distingue par une diplomatie qui lui est propre concernant le monde arabe. Alors là, on ne peut pas traiter de cette question sans aborder des points historiques, si vous voulez. Le terme de politique arabe de la France, bien qu'il remonte à François Ier, aujourd'hui, quand on en parle, c'est surtout De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle a permis l'indépendance de ces pays arabes, il était pour. C'est durant sa visite au Proche-Orient, avec ses idées simples, n'est-ce pas, comme il disait, a compris, a décidé de créer le Liban, d'aller, si vous voulez, avec ce mouvement de nationalisme arabe. Parce que chez De Gaulle, qu'on le veuille ou non, il y a une dimension nationale et nationaliste. Et il était le mieux parmi les hommes politiques de l'Occident à comprendre les aspirations de cette population arabe. Il a hésité un peu pour l'Algérie au départ, mais finalement, il a œuvré pour l'indépendance également de l'Algérie et pour tout ce mouvement de décolonisation. Ça s'est couronné par ses déclarations concernant la Palestine et parfois d'une manière très directe contre Israël si jamais Israël continuait de considérer que les Palestiniens qui résistaient étaient des terroristes. Ça, tout le monde le sait. Avec l'embargo qui a été après, évidemment, pas respecté sous Pompidou, bien que Pompidou ait voulu respecter cet embargo, bref. Donc voilà. Maintenant, on peut dire que ceux qui n'étaient pas pour De Gaulle, à un moment donné, ont tout fait pour casser ce mouvement de nationalisme arabe. C'est Guy Mollet, c'est la guerre de 1956 contre le canal de Suez. Et c'est là, permettez-moi de faire cette transition, pendant la guerre du Canal, la France socialiste de l'époque a donné à Israël le nucléaire qu'il fallait pour fabriquer la bombe, alors qu'elle-même ne l'avait pas. Quand Chirac, et ça on l'oublie souvent de le souligner, est arrivé au pouvoir, il a, pour compenser, si vous voulez, cette erreur, selon lui, bien que ce ne soit pas dit dans les analyses dans le monde occidental et français, il a cherché à donner à l'Irak de Saddam Hussein, parce qu'il voyait en Saddam Hussein des traits gaullistes aussi, ce qui n'est pas faux, hein. Saddam, dictateur d'accord, mais il a beaucoup fait pour l'Irak, pour son industrie, l'industrie militaire, toutes les campagnes d'alphabétisation, enfin, on ne peut pas voir que du négatif chez Saddam. Et c'est là où, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il n'a pas continué le projet militaire d'Irak, qui a été bombardé entre-temps par les Israéliens.
pendant sa guerre contre l'Iran. C'est un peu complexe, mais on peut, pour résumer, dire que tous les mouvements gaullistes ont cherché à créer un équilibre entre Israël et les Arabes, avantageant souvent les Arabes, et tous les socialistes, depuis 1956, au contraire, c'était casser cette image positive de la politique arabe de la France. Or, aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que la France, non seulement elle suit les Américains, mais elle entre dans un cas de figure très complexe où, tout en faisant la guerre aux djihadistes au Mali et en Afrique, défend la politique saoudienne wahhabite qui ne fait que propager la pensée radicale islamiste, et cela peut-être pour des raisons économiques. C'est ce qu'on nous dit. La France a besoin de l'argent des pays du Golfe. Mais est-ce que c'est simplement pour l'argent ou il y a quelque chose derrière ce que vraiment la France est dans le plan américain et cherche consciemment ou inconsciemment à ce que ce monde arabe, ce Moyen-Orient, soit détruit. Et c'est ce qu'on a vu. La France a bien armé des djihadistes en Syrie qui ont massacré ses protégés, à savoir les minorités, dont elle avait un peu la responsabilité depuis François Ier. J'ajouterai une dernière chose, que même la France impériale n'a pas osé commettre cette erreur. Au contraire, elle avait proposé au prince Abdelkader, l'Algérien qui était à Damas, de lui créer un État arabe. Et bien avant la campagne de Bonaparte en Égypte, était censé apporter la liberté au peuple égyptien contre les Mamelouks étrangers. Vous voyez, on ne peut pas aborder les problèmes du monde arabe en oubliant tout ce qu'a fait la France dans cette partie du monde. Toutes ces relations d'attraction, de répulsion, d'amour, de haine, vous voyez. Et là, je comprends fort bien les minorités du Proche-Orient, qu'elles soient du Liban, d'Irak, de Turquie, de Syrie, leur révolte. On a eu combien de témoignages, mais on ne comprend pas pourquoi la France a adopté cette politique pendant le printemps arabe. On ne comprend plus rien. Je vous rappelle que Ali Omari était prêt à envoyer des armes pour mater les Tunisiens. Hein? Alors justement, Bassam Tahan, pour venir à la période récente, il semblerait que le dernier grand projet de la diplomatie française ait résidé dans cette fameuse Union pour la Méditerranée, voulue par Sarkozy et dans le cadre de laquelle il avait invité le président Assad et le président Kadhafi à venir à Paris participer à une réunion à ce sujet. Juste après, donc, ont éclaté les printemps arabes où il semblerait que la France ait été prise complètement à contre-pied et naviguée à vue. Vous avez cité le cas d'Ali Omari qui est tout à fait manifeste à cet égard. La France est partie un peu à la remorque de la stratégie américaine qui s'appuyait sur les forces des frères musulmans un peu partout au Moyen-Orient. Que penser de cette évolution de la politique arabe de la France, justement? Alors vous voyez, cette union pour la Méditerranée et la visite d'Assad en France était en fait liée à quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est dommage d'ailleurs, chez les analystes de la question, même spécialistes, c'est que c'est grâce au prince du Qatar qu'Assad a été invité en France. Mais le prince du Qatar n'a pas fait ça pour les beaux yeux d'Assad, loin de là. Il l'a fait tout simplement dans l'espoir de lever les sanctions contre la Syrie, parce que la Syrie subit
des sanctions depuis des décennies. Hein. En contrepartie, le prince du Qatar espérait que Assad allait lui accorder le droit de prolonger, n'est-ce pas, le gazoduc de Doha, la capitale du Qatar, vers l'Europe. Et cela contredisait un peu les accords plus ou moins antérieurs à cela avec la Russie. Parce que, il faut voir, la Russie est présente, même à l'époque tsarienne, dans cette région, par les orthodoxes chrétiens et par la défense aussi des Druzes. Les Russes ont défendu les Druzes, qui est évidemment une minorité musulmane, mais qui s'est éloignée de l'islam. Mais à l'origine, elle est née d'Égypte d'un calife chiite. Voilà. Enfin, je vous renvoie à l'histoire des Druzes. Donc, cette présence de la France dans tout ce Moyen-Orient doit être comprise comme une aide à tous les gens qui ont été bafoués dans leurs droits. Et on ne peut pas isoler la France des idéaux de sa révolution. Et il faut voir, et là je défendrai un peu le colonialisme, permettez-moi, c'est rare que je le fasse, en comparant par exemple les Anglais et les Français. Le colonialisme français cherche vraiment à investir dans le pays, à faire changer les mentalités. C'est-à-dire, en une formule, le colonialisme français vous donne les outils intellectuels pour lui cracher dessus, pour se révolter contre lui. Par contre, quand vous voyez l'action, n'est-ce pas, du Commonwealth, de la colonisation britannique, c'est au contraire. Il faut garder les peuples colonisés il faut soi-disant les respecter, les garder dans l'ignorance, en profiter. C'est pour cela que les aspects positifs, si vous voulez, du colonialisme français ont fait que ces pays qui ont eu un contact avec la France ont gardé une haute idée de la culture française. Et ont cherché, même après, à développer leurs relations. Et c'est là où, peut-être, la France les a lâchés. Vous voyez ? Par exemple, les gaullistes en Syrie, sujet que je connais assez bien, ont promis beaucoup de choses aux Syriens. Finalement, ils sont partis, mais ils ont laissé quand même des idées, une culture, une structure. Regardez les musées, les plus grandes découvertes de l'archéologie française se trouvent être en Syrie. C'est Palmyre, c'est Alep, c'est... Enfin... vous voyez, donc, cette diplomatie française, avec le printemps arabe, a trahi cette image positive. C'est-à-dire que je pourrais dire la France coloniale a été plus positive, peut-être, que la politique actuelle du gouvernement vis-à-vis, par exemple, de la Syrie. À l'époque coloniale, la France avait construit des routes en Syrie, des chemins de fer, des musées, des instituts de recherche, tandis que qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle a hésité, elle a bradé toute son histoire positive pour épouser les thèses wahhabites en aidant An-Nusra, et là, comble de l'injure à son histoire. C'est quoi? C'est qu'ils veulent nous faire passer An-Nusra pour modérer, tout simplement pour jouer le jeu américain. Là, on ne comprend plus rien. Et là, permettez-moi de dire, c'est peut-être emboîter le pas à Chirac, mais pas le Chirac qui a refusé d'intervenir en Irak. Le Chirac qui, à cause de son amitié avec les Hariri,
hein, a commis de graves erreurs à l'encontre de la Syrie, ce pays qui était si cher au général de Gaulle. Là, le changement de la politique chiracienne vers la fin de son règne a peut-être marqué après, ou de son empreinte, et la politique de Juppé, qui a essayé d'exfiltrer la journaliste sans entrer en négociation avec le gouvernement syrien, et les socialistes après. Les socialistes se sont dit on va faire de la surenchère. Ah, Juppé a fait ça, ben on va aller plus loin, en reconnaissant et tout ça. Et c'est la catastrophe. Aujourd'hui, la Syrie est en partie détruite grâce à la reconnaissance de la France de cette opposition, en gros islamiste, et qui ne propose rien. Et quand on analyse cette opposition de l'intérieur, on voit que les tendances dictatoriales sont beaucoup plus puissantes que celles d'Assad. Il suffit de voir, de se reporter à leurs déclarations. Bassam Tahan, est-ce que vous pouvez revenir sur l'assassinat d'Hariri et montrer à quel point cet événement a une importance dans le déroulement des événements au Moyen-Orient et dans les relations du Moyen-Orient avec la France notamment en l'occurrence? Vous voyez, l'assassinat de Hariri est le plus bel exemple de cette accusation sans preuve. Au début, tout de suite, on a accusé Assad, c'était lui le responsable. Et puis après, les autres juges d'instruction ont dit non. Ça montre à quel point c'était politisé, cette enquête sur la mort de Hariri. Et là, évidemment, tout comme Daesh, on a dit que Daesh était la création des services secrets syriens. Hein? Et que Daesh était chiite parce qu'il y a un chiisme, shia. Vous voyez? Alors, évidemment, la mort de Hariri, à la limite, peu importe qui a monté le coup. Hein? D'ailleurs, chose étrange, comment ça se fait qu'avec tous les centres d'écoute de Londres, des Américains, ils n'avaient pas pu, puisque ça s'est passé par téléphone, paraît-il, ils n'avaient pas prévu l'assassinat de Hariri. Hein? Ils ont les services d'écoute les plus puissants du monde. Alors comment ils ont autorisé ça? Comment ils n'étaient pas au courant? Point d'interrogation. C'est pour cela que moi, à l'époque, j'ai dit, écoutez, il y a des forces régionales et internationales qui auraient pu à l'avance savoir que Hariri était menacé de mort et qu'il y avait quelque chose qui se tramait contre lui. D'ailleurs, souvenez-vous que la France, dans cette mort de Hariri, avait un faux témoin qui a disparu de la circulation, qu'elle n'a jamais voulu remettre. Je vous renvoie au dossier de la... Alors, ce qui était bien quand même, qui s'est fait un peu à la hâte et contre la Syrie, c'est le fait que la Syrie ait quitté le Liban. C'est une chose positive et négative. Positive dans la mesure où les Syriens peut-être ont commis beaucoup d'erreurs au Liban. Et ça, ils le reconnaissent aujourd'hui. Hein. C'est pas... Par ailleurs, comme ça a été fait dans la précipitation, hein, ça préparait déjà au complot syrien dont a parlé Roland Dumas. Tout part de la décision de Chirac de s'opposer catégoriquement à la Syrie à cause de la mort d'un ami personnel. Vous me dites oui, mais quelles sont les relations? Tout le monde sait que Chirac a habité, je ne sais pas où il habite maintenant, hein, je n'ai pas suivi, un hôtel privé de Hariri à Paris. Vous voyez, c'est mélanger le privé et le public. C'est, enfin, moi je vous avoue, j'aime bien le Chirac qui dit non à l'intervention en Irak, mais je suis beaucoup moins fier de lui dans tout ce dossier Hariri, honnêtement. Alors, Bassam Tahan, vous donnez un caractère anecdotique à l'évolution de la politique arabe de la France au Moyen-Orient. Plus politiquement, on peut dire quand même que la politique française s'aligne progressivement sur la politique néoconservatrice américaine,
qui vise à créer un grand Moyen-Orient, une sorte de Sykes-Picot II, c'est-à-dire de création de mini-États mono-ethniques, monoconfessionnels, un Sunnistan par-ci, un Chiitistan, je ne sais pas comment on dit Par là. par là. Euh, donc, comment voyez-vous cette évolution de la diplomatie française sur un plan plus politique? Alors oui, sur un plan plus politique, c'est qu'on est mal engagé déjà. Moi, je conseillerais au gouvernement français d'abord de revoir sa reconnaissance de l'opposition syrienne. Mais revoir sa reconnaissance veut dire renier la politique française socialiste durant tout le mandat de François Hollande. Et en fait, où est l'indépendance dans cette attitude? Il n'y a aucune. On a en fait servi consciemment ou inconsciemment les néoconservateurs, un certain Israël, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les Israéliens ne sont pas tous d'accord pour détruire ce Moyen-Orient. Hein. C'est peut-être la droite israélienne et on nous bâche ça que non, la droite israélienne est capable de faire la paix. Là, permettez-moi de dire que si Isaac Rabin, pour qui j'ai beaucoup d'estime et paix à son âme, c'est un héros des temps modernes, il a été assassiné, ce n'était pas un homme de droite et il voulait la paix. Donc arrêtez de nous vendre cette marchandise un peu, comment dire, pourrie. Non, 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 il faut que la droite israélienne, c'est elle qui est capable de faire la paix. La droite israélienne défend un Proche-Orient avec de petits États ethniques, qu'il n'y ait pas d'État-nation capable de lui tenir tête, de lui tenir tête ne serait-ce que moralement, hein, même si militairement, Israël sera toujours plus puissante avec l'aide américaine. Et tout ça montre que, je l'ai dit souvent, les politiques français font que la France a perdu son âme. Et ça explique justement la montée des partis identitaires en France. Voyez-vous? Et ça, c'est quelque chose de très important. On continue de nous mentir, on continue d'aider les djihadistes, de recevoir à l'Élysée ou à Matignon comment... Oui, justement, j'allais vous poser la question, Bassam Tan. Vous avez bien précisé que les socialistes avaient joué un rôle très important dans l'évolution négative de la diplomatie française. Je pense que le principal responsable, on en a souvent parlé dans nos entretiens, est Laurent Fabius. On aurait pu espérer que le retour de Jean-Marc Ayrault au Quai d'Orsay annonce une diplomatie plus classique. Or, je ne sais pas si c'est à cela que vous faisiez référence, mais le 6 juin dernier, Jean-Marc Ayrault a reçu au Quai d'Orsay une délégation du conseil local de la ville d'Alep. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réception, Bassam Tan? Alors, vous voyez, c'est décevant de la part du Premier ministre Ayrault de recevoir une délégation du conseil d'Alep. Qu'est-ce que le conseil d'Alep? Alors, Alep, aujourd'hui, compte à peu près 2 millions. 1 million, peut-être 700 000 de gens fidèles à la légitimité représentée et incarnée par Assad, et quelques 300 000, les petits quartiers de l'Est, qui ont des représentants qui sont aidés par la France et d'autres services secrets d'autres pays pour soi-disant organiser la Syrie libérée. Or, tout le monde sait que ce conseil d'Alep n'est formé que d'islamistes. Je mets au défi le Premier ministre de me montrer que les gens qu'il a reçus ne l'étaient pas. Ce sont des islamistes. Et alors, quelle est son attitude vis-à-vis
du reste de la ville. C'est la majorité. Hein? Qu'est-ce qu'il en fait? Alep, pour lui, c'est les quartiers qui se battent contre l'armée syrienne et qui sont islamistes. Vous voyez, il est en porte-à-faux. C'est pas étonnant, parce que le mensonge est quelque chose de très courant durant ce mandat. C'est bien Hérault qui, au début, nous a dit, affirmé, qu'on n'a vendu que des armes non létales. Pour après apprendre du président de la République que non, on a vendu des armes létales. Alors vous voyez, enfin, au sommet de l'État, tous ceux qui ont menti, et là je ne parle pas des mensonges, moi président, on peut trouver des excuses vu la situation économique. Mais là, la politique étrangère, elle est beaucoup plus claire. Hein? Vous aidez des islamistes, vous reconnaissez un conseil qui ne représente pas la Syrie, vous êtes des pions entre les mains des Israéliens, d'un certain Israël, et je maintiens mon point de vue, et des Américains, c'est honteux. Et là, je ne pardonnerai pas non plus à Juppé son attitude au début du printemps arabe et concernant le problème syrien. Lui aussi disait que Assad était une affaire de quelques jours. Bon, ce ne fut pas le cas. Et là, je crois que si Juppé est honnête avec lui-même et qu'il est un candidat sérieux, entre guillemets, pour la plus haute magistrature de l'État, il faut qu'il revienne sur ce problème syrien, sur la politique qu'il a soutenue à l'époque. Hein? Sinon, il est entaché, tout comme Hérault, par la politique qu'il avait adoptée. On ne peut pas lui pardonner, il faut que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs, et publiquement. Sinon, ils perdent toute crédibilité. Et M. Juppé, je suis gaulliste, fils de gaulliste. Vous savez, Bassam Tahan, que Juppé baisse dans les sondages dans la perspective des primaires de la droite et que Sarkozy grimpe. Je vous remercie pour vos analyses sur cette diplomatie française, donc qui devient une diplomatie de sous-traitance de la stratégie américaine, et ce, vous l'avez bien montré, en contradiction totale avec son histoire et les valeurs qui sont celles de la France. Merci Bassam Tahan. Merci Eurasie Express, qui apporte toujours l'éclairage dissident et l'analyse inattendue, peut-être. Merci. Merci à vous, Bassam Tahan. Au revoir.